Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, nous allons tenter un nouveau format. Nous allons faire une tier list des modèles Peugeot. Donc je vous ai proposé le format de tier list il y a quelques temps. Et ça semblait vous tenter, puisque je crois qu'il y avait 94% de oui, si je me souviens bien. Donc aujourd'hui, on va faire la première tier list de la chaîne. Donc ici, on va faire les modèles Peugeot. Donc j'en ai pris une bonne quarantaine. J'ai pas pris des modèles trop vieux. Au niveau de l'âge des modèles, je me suis limité à tout ce qui est genre 205, 405. J'ai pas été plus loin parce que sinon, ça va faire trop vieux pour vous. Donc ben voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc j'espère aussi que vous voyez bien les images. Donc voilà. Donc, alors, ce sera mon avis personnel. Vous pouvez très bien avoir un avis différent. Donc moi, je vais pas que juger la fiabilité. Je vais aussi juger le style, l'histoire de la voiture. En fait, la fiabilité, c'est un critère, mais ce sera pas le critère primordial. Donc, on va commencer sans plus attendre. Donc alors, en tout début, on va avoir la 106. Donc c'est une petite citadine qui a été commercialisée dans les années 90 et au début des années 2000. C'est vraiment une très très bonne voiture selon moi. C'est vraiment une voiture efficace. Elle fait ce qu'on lui demande de faire en fait. C'est une voiture qui vous servira d'aller d'un point A à un point B pour pas cher. Elle peut être très très bien pour un jeune permis. Donc pour moi c'est une très bonne auto. Bon après, voilà, elle sert à aller d'un point A à un point B. Faut pas lui en demander trop non plus. Dans le genre, vous oublierez la sonorisation et la qualité de finition. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ce qu'on lui demande. Allez, maintenant, la 107. Alors, elle a succédé à la 106 2 ans après sa fin de commercialisation, donc en 2005. Donc alors, c'est un peu le même gabarit, mais on remarque quand même des différences au niveau du style. Alors, c'est dommage parce que la 107, elle a pas mal de défauts. Elle est très économique, elle est très bien pour circuler en ville. Mais au-delà du périph', ça va être une catastrophe. Le comportement routier, il est pas terrible. Le niveau de confort, il est pas terrible non plus. Mais la fiabilité, ça va quand même. Alors, j'hésite entre bof et pas mauvaise. Mais je vais quand même la mettre dans bof parce qu'elle est un petit peu décevante, à mon avis. Donc ensuite, sa successeur, la 108. Alors la 108, elle a corrigé pas mal de défauts de la 107. C'est-à-dire qu'elle tient beaucoup mieux la route. Hein. Donc en fait, pour rappel, la 108, c'est également une C1 et une Aygo chez Toyota. Puis elle a du style aussi, elle a de la gueule. Donc pour moi, à mon sens, elle est vraiment pas mauvaise. Je vais pas la mettre dans les bonnes caisses, mais elle est pas mauvaise. On arrive sur la 205. Alors ça, il n'y a pas de doute, c'est GOAT tout de suite. Quand vous voyez l'histoire de la voiture, comment elle a sauvé Peugeot d'une faillite dans les années 80, il n'y a même pas de discussion. C'est GOAT tout de suite. En plus, elle est bourrée de qualité cette voiture. Donc moi, je veux rien savoir. C'est GOAT tout de suite. Alors maintenant, donc la 206, donc c'est la voiture française la plus vendue de tous les temps, avec plus de 8 millions d'exemplaires, ce qui est vraiment beaucoup. Donc elle a également beaucoup de qualité cette 206, elle tient bien la route, elle est plutôt confortable, elle est très fiable en plus, elle est économique, elle est vraiment très bien pour les jeunes permis et pour les personnes qui souhaitent une voiture peu coûteuse à l'utilisation. Je vais pas la mettre dans GOAT parce que ça ferait un petit peu surjoué, mais je vais la mettre dans très bonne auto au même titre que la 206, que la 106 pardon. Alors maintenant la 206 Plus, donc elle a succédé à la 206 en 2009. En fait il y avait déjà la 207 qui est juste à côté, mais la 206 Plus était en fait une 206 un petit peu modifiée pour répondre au code stylistique de Peugeot à l'époque. Donc c'est une alternative moins coûteuse par rapport à la 207. Donc elle fait bien son boulot, hein. C'est vraiment une voiture économique, assez pratique à l'usage. Son format est adapté pour un usage citadin. Donc voilà, bon après la qualité de finition c'est pas terrible, mais bon c'est pour une voiture pas chère, faut pas non plus trop en demander. Alors moi je vais la mettre dans pas mauvaise. Parce que bonne caisse pour moi ça ferait un petit peu surjoué. Donc bref. Alors maintenant la 207, alors elle a succédé à la 206, enfin elle a été commercialisée en 2006, mais la 206 a été produite jusqu'en 2009 en Europe,
Après, la 206 Plus l'a remplacée. Alors la 207, bah, c'est une bonne voiture, hein, elle est assez stylée en vrai, moi je trouve. Mais elle a aussi pas mal de défauts. Le principal étant qu'elle est très très lourde. Elle fait plus de 1200 kg en ordre de marche, il me semble, ce qui est vraiment beaucoup pour une voiture de ce genre. Donc ça, c'est son principal défaut. La qualité de finition, des fois, c'est un peu sommaire en fonction des finitions. C'est-à-dire que les finitions d'entrée de gamme, ce sera vraiment pas terrible. La fiabilité, il y a des points à surveiller. Par contre, la tenue de route, c'est vraiment très bien. Le niveau de confort il est acceptable. Mais c'est vraiment dommage qu'elle soit lourde parce que, en fait, du coup, les moteurs ils deviennent clairement insuffisants. Dans genre la 207 RC, elle a le 1,6 litre 175 chevaux. Ben, les 175 chevaux, on les sent pas. Pourtant, le châssis a tellement de capacité, mais la caisse, elle est beaucoup trop lourde, quoi. Donc, désolé à tous les fans de la 207, mais pour moi, c'est bof bof. Alors, maintenant, la 208. Donc, elle a remplacé la 207, hein, plus ou moins avec brio. Elle a corrigé la plupart de ses qualités. Principalement, le poids qui a été corrigé, ça, c'est sa principale qualité. Elle est bien plus légère que la 207. Elle est également plus habitable dans un gabarit plus compact. Et ça, franchement, on peut dire bravo à Peugeot pour les efforts qu'ils ont fait là-dessus. Elle a une sacrée bouille. Le comportement routier, c'est toujours une référence dans la catégorie. Ça, il n'y a pas à dire. Mais par contre, il y a des petits soucis de fiabilité, notamment sur le 1,2 litre PureTech, que l'on connaît très bien. Et aussi sur les premiers 1,6 litre THP. Donc, voilà. Moi, personnellement, je vais la mettre dans pas mauvaise, parce qu'elle a des qualités. Mais voilà, elle a aussi des petits défauts. Alors, elle a aussi le iCockpit. Ça, c'est un truc que vous pourrez soit aimer, soit détester. Il n'y a pas de milieu. Parce qu'en fait, ça va déranger un petit peu la position de conduite de certains. Parce que, en fait, les compteurs, ils sont placés au-dessus. Et ça pourra peut-être déranger les plus petits ou les plus grands. Puisqu'ils auront le volant un peu trop bas. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une caisse pas mauvaise. Un peu comme la 108 et la 206 Plus. Alors maintenant la 208 de seconde génération, alors donc du coup, logiquement elle remplace la 208 de première génération. Alors elle a vraiment une sacrée bouille, ça Peugeot, franchement, ça franchement Peugeot, il n'y a pas à dire, ils ont fait du très très beau boulot au niveau du style. Ça c'est vraiment quelque chose de très réussi depuis quelques années chez la marque originale de Sochaux. Donc franchement, il y a... Niveau de confort, c'est plus que correct en vrai. Hein. Mais par contre, voilà. Il y a des trucs qui sont pas terribles. Par exemple, la fiabilité. Il y en a de pureté qui connaissent toujours des soucis. Notamment les versions turbo. Et en particulier celle 230 chevaux, même si c'est censé être corrigé depuis l'apparition de la chaîne de distribution en 2023. Après, elle pourra peut-être paraître un petit peu... Moi, personnellement... L'emplacement des poignées de porte, ça me dérange un petit peu. Moi, je les trouve placés très bas. Et puis, je trouve qu'elle... Bon, voilà. Il y a des trucs... Je saurais pas dire qu'est-ce qui me dérange sur cette 208. Mais il y a des trucs qui me dérangent un petit peu quand même. Donc, moi, je vais la mettre dans pas mauvaise. Je vous rappelle, c'est un avis personnel, c'est un avis objectif. Vous avez tout à fait le droit de penser différemment. Ça reste mon opinion. Je peux très bien dire des choses sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ça reste mon avis, vous en dites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Donc voilà, maintenant on rentre dans la série des 300 avec la petite 305. Alors la 305 c'est si je puis dire une mal aimée. En fait elle n'a pas su vraiment conquérir son public, ça n'a pas été un échec commercial, mais ça n'a pas été incroyable non plus, et pourtant c'est dommage, elle n'est pas très onéreuse à l'utilisation. La bouille pour l'époque, c'est pas laid, hein, c'est pas laid du tout. Moi franchement, je trouve qu'elle est... Elle aussi, elle est pas mauvaise, hein, franchement. Pour moi, c'est pas mauvaise caisse. Hein. Alors, maintenant, la 306. La 306, c'est celle qui a succédé... Elle a succédé en quelque sorte à la 309, puisque la 305 a été arrêtée vers les années 80 pour être remplacée par la 405. Oui, c'est un petit peu particulier chez Peugeot à l'époque. Donc la 306, c'est une très bonne caisse, il n'y a pas à dire. Franchement, elle tient super bien la route. Elle est vraiment efficace, elle est peu coûteuse à l'utilisation. Elle est très très fiable. Franchement, c'est une très bonne auto. Bon, après la qualité de finition et la sonorisation, on passera à côté.
Mais après, voilà, pour une voiture des années 90, il faut pas non plus demander le Graal, quoi. Ça reste une voiture assez économique, pratique. Pour moi, c'est une très bonne auto. Alors la 307 maintenant, donc c'est celle qui a remplacé la 306 à partir de 2001. Donc elle a toujours un très bon comportement routier, le niveau de confort il est pas mauvais du tout. L'habitabilité, franchement, c'est un très bon point. La 307 est un petit peu plus haute que ses concurrentes, ce qui la rend plus accessible pour les personnes de grande taille, quoi. Mais par contre, au même titre que la 207, la 307 est un peu lourde. Je crois qu'elle fait plus de 1 tonne 2 en ordre de marche, ce qui est quand même un petit peu beaucoup. Par exemple, la Mégane 2, elle est plus légère, il me semble. Donc voilà, c'est dommage. Et puis la fiabilité, elle est un petit peu aléatoire sur les premiers millésimes. Donc je vais la mettre dans pas mauvaise. Alors ça fait beaucoup de pas mauvaise, je sais. Mais je peux pas les mettre dans la catégorie des bonnes caisses parce que c'est pas suffisamment bon pour être dans la catégorie des bonnes caisses. Après, ça reste mon avis une nouvelle fois. Maintenant la 308, donc c'est celle qui a remplacé la 307 à partir de 2007. Donc elle reprend des qualités de la 307. Hein. Elle est habitable, elle tire bien la route. Elle est pas très chère à l'utilisation. Mais par contre, elle est encore plus lourde que la 307 et ça c'est un gros défaut. C'est bien dommage parce que le châssis avait tellement de potentiel exploité, mais ils ont ruiné ça avec un poids bien trop élevé. Donc ça c'est vraiment dommage. La fiabilité c'est plus ou moins surveillé sur les premiers millésimes. Après à partir de 2011 il y a du mieux. Mais voilà, encore une fois c'est bien mais pas incroyable. Moi je vais dire que c'est une bonne caisse mais pas assez pour être dans la catégorie des bonnes autos. Pour moi elle est pas mauvaise non plus. Je vais pas dire non plus bof bof parce qu'elle a quand même des qualités hein, mais voilà. Voilà, maintenant on enchaîne avec la 308 de seconde génération. Donc voilà la 308 seconde génération remplaçant de la première génération bien évidemment. Alors la tenue de route c'est toujours quelque chose de très très efficace. Ah, franchement bravo à Peugeot pour proposer une tenue de route aussi constante au fur et à mesure des années. Ça franchement c'est vraiment très bien ce qu'ils font. Par contre elle a des petits défauts cette caisse. Notamment le high cockpit, ça peut déranger, même si que sur la 208, hein, ça c'est pareil. La fiabilité, c'est pas terrible, hein, franchement, il y a beaucoup de soucis sur cette 308, beaucoup de soucis électroniques, beaucoup de soucis sur les moteurs essence. Donc franchement, moi je sais pas. Elle a des qualités, mais elle a aussi des petits défauts. Donc moi je sais pas, j'hésite entre pas mauvaise et bof bof, donc moi je vais la mettre dans pas mauvaise encore une fois. Alors la 308.3 pardon, donc elle remplace la 308.2 à partir de 2021, donc là sur le style c'est différent, hein. On est sur les codes stylistiques, actuels, pardon, avec le nouveau logo Peugeot, les phares en forme de croc. C'est vraiment une caisse très agréable à regarder. Après, moi je trouve qu'il y a des coloris qui passent un petit peu moins bien que d'autres. Par exemple, là le vert sur l'image, pour moi ça passe pas très bien. Moi j'aime pas trop. Après, ça reste mon avis. Hein. Le comportement routier, toujours Peugeot propose quelque chose de très efficace. Hein. Bon, moi je ne sais plus parler, va falloir que je fasse quelque chose parce que je ne sais plus parler, c'est incroyable. Mais voilà, pour moi c'est une caisse encore un petit peu trop récente pour en tirer un avis définitif. Pour l'instant, je vais la considérer comme pas mauvaise. Encore une fois, oui, je sais que ça va faire beaucoup de caisses dans les pas mauvaises, mais je pourrais pas les classer autre part en fait. Il y a pas à dire. Moi, je peux pas. Je me vois pas les classer autre part en fait. Donc voilà. 308.3, pas mauvaise également. Toutes les 308, 307, pas mauvaises, voilà. Alors la 309, donc, elle a été commercialisée un petit peu en parallèle de la 405. Elle est sortie après la 305, donc ici c'était la 309. Ils n'ont pas voulu passer à la série D6, puisque ça allait faire trop tôt dans les années 80.
Donc du coup ils ont adopté la nomenclature 9, du coup ça fait que tous les autres modèles ils sont condamnés à rester au 8. Ça il n'y aura pas de solution malheureusement. Donc c'est une bonne caisse, hein, assez économique, elle tient plutôt bien la route, elle est plutôt confortable. Et puis elle est très très fiable aussi, tous les moteurs, franchement il n'y a pas à dire. Pour moi elle n'est pas exceptionnelle, mais ça reste une bonne auto, voilà. Allez, maintenant on arrive dans la série des 400 avec en premier la 405. Donc c'est vraiment, franchement pour moi la 405 c'est une très 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 bonne auto. Vraiment pas grand chose à dire sur cette caisse, hein. Elle tient bien la route, elle est confortable, elle est économique. Enfin, elle est pas très chère à l'utilisation on va dire. Sa fiabilité elle est également un point fort. Donc pour moi la 405 c'est vraiment une très bonne auto. Surtout dans sa version MI16 avec le moteur 2 litres atmosphérique il me semble. Ou turbo je ne sais plus. Donc c'est pas grave. Donc pour moi la 405 c'est voilà, c'est une très bonne caisse. Pour moi c'est... Voilà, pour moi je la considère comme vraiment une très bonne voiture. Et maintenant la 406. Alors la 406 elle succède à la 405 en 95. Alors cette 406 elle est bourrée de qualité, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Elle tient très bien la route, elle est très fiable, elle est pas chère à l'utilisation. C'est vraiment une très bonne auto, en plus elle est confortable. Pour la qualité de finition, c'est pas exceptionnel, mais en même temps pour une voiture de ce stage là et de ce standing là, puisque c'est pas non plus une premium, franchement c'est pas... Pour moi, c'est une très très bonne auto. Hein. Pour moi, c'est une des meilleures Peugeot qu'on ait jamais vues. Alors moi, je vais la mettre dans la catégorie des GOAT parce que sa fiabilité, elle est vraiment très bonne. Elle a beaucoup de qualité, cette 406. Donc pour moi, c'est une des meilleures. Alors la 406 coupé, c'est pareil, mais encore plus efficace. Donc Peugeot a proposé une version coupée de cette 406 qui est vraiment très agréable à regarder. Franchement, les lignes, c'est magnifique à regarder. Les versions Pininfarina, c'est vraiment les meilleures. Enfin, si je raconte pas d'ânerie, bien sûr. Avec le moteur V6 essence, c'est un régal à conduire. La tenue de route, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une très très belle auto. Elle commence à être très prisée des collectionneurs. La cote, elle commence à vraiment monter. Donc si vous en cherchez une pour un tarif pas trop élevé, ne traînez pas parce que là les cotes elles vont exploser, ça ne fait aucun doute vu comment cette caisse elle est bien, c'est vraiment une très très belle auto. Pour moi c'est GOAT également, il n'y a pas à dire, c'est vraiment de bonne auto. Alors la 407, donc c'est celle qui remplace la 406 à partir de 2004. Donc cette 407 elle a des qualités, hein. Elle est confortable, elle tient vraiment très bien la route, elle est assez sobre, surtout au niveau des diesel HDI qui consomment pas grand chose. Mais par contre, le volume de coffre c'est pas terrible. Et la fiabilité c'est pas ouf non plus. Il y a eu pas mal de soucis en particulier sur les diesels, notamment le 1.6 HDI 110 et le 2 litres HDI 136 qui ont connu pas mal de soucis de volume moteur et tout, que je détaille dans la vidéo sur les moteurs HDI bien évidemment. Alors, personnellement, moi, je saurais pas la mettre dans la catégorie des bof-bof, enfin, je sais pas trop. Parce que cette 407, elle est pas non plus extrêmement appréciée. Après, moi, personnellement, je la trouve pas trop mauvaise. Mais bon, la fiabilité, elle est un petit peu problématique. Alors, pour moi, je vais pas la mettre dans pas mauvaise, ça ferait un petit peu surcoté. On va mettre bof-bof, voilà. Alors, la 407 coupée, donc c'est la déclinaison coupée de la 407, hein, ça ne fait pas de doute. Vraiment un peu comme la 406, très très belle à regarder, très efficace sur la route. Avec quasiment tous les moteurs, c'est un régal, hein, franchement c'est un plaisir à conduire. Tellement le comportement routier il est bon sur cette 407 coupée. Bon, la fiabilité par contre, il y a toujours des petits soucis. L'habitabilité à l'arrière, on passera, un peu comme sur la 406 coupée. Mais voilà quoi. Alors pour moi la 407 coupée c'est une bonne caisse, franchement il n'y a pas à dire. Alors la 408, il y a des trucs qui me titillent sur cette 408. Elle est sortie donc en 2022. Enfin,
Elle a été présentée en 2022, je crois qu'elle est sortie en 2023, je ne sais plus. En plus, j'ai fait une vidéo dessus, c'est le comble de ne plus savoir, c'est incroyable. Donc cette 408, elle est bien jolie à voir. Donc elle tranche un petit peu avec ce que c'était la 407, 406, etc. Puisque là, on arrive sur un mi-temps de berline et de SUV coupé. Parce qu'en fait, là, elle a bien des airs de crossover. Et en même temps, elle est basse. Donc c'est pas un SUV coupé, c'est pas un petit peu comme... c'est pas dans le même style qu'un X6. C'est beaucoup plus gros, mais un X6, c'est un SUV coupé. C'est pas la même dimension, certes, mais c'est un petit peu dans le même style. Donc moi, je sais pas. Je suis pas très convaincu de l'idée. En plus, il y a des petits détails qui me gênent, notamment l'arrière. La garde au sol à l'arrière, elle est assez haute. Ça fait un petit peu bizarre à regarder. Moi, personnellement, les SUV coupés, j'en suis pas fan. Alors... même si cette caisse, elle est très jolie, pour moi, ça va être bof. Voilà, pas ouf. Allez, maintenant, la série des 500, on commence à avancer dans cette vidéo. Donc la 505, alors c'est une berline produite dans les années 70 et 80. Ou plutôt, ouais, je sais plus exactement, faudra que je me renseigne un petit peu plus avant de faire des vidéos, c'est incroyable ça. Donc la 505, bah, c'est une bonne auto, hein. Franchement la tenue de route elle est bien, elle est fiable en plus. C'est vraiment une bonne caisse, elle est assez appréciée des collectionneurs. Donc franchement c'est pas une... pour moi c'est une bonne caisse. Pour moi moi j'aime bien sa tronche pour cette époque là, franchement c'est pas... moi j'aime bien... moi voilà. Il faut vraiment que je travaille mon vocabulaire, c'est phénoménal. Vous entendez comme je bégaye, je suis désolé pour ça, mais je fais cette vidéo complètement à l'improvisation. Je suis très mauvais en improvisation, donc vous m'excuserez par avance. Donc voilà, pour moi la 505 c'est une bonne auto. Voilà, alors maintenant, donc voilà, on va faire la 508 deuxième génération en premier, voilà, ce serait mieux. Alors, la 508 elle a succédé à la 407, donc Peugeot a ressuscité la série des 500 après que la 505 ait été arrêtée au début des années 90, il me semble. Donc la 508 elle a vraiment des qualités, elle est confortable, elle tient bien la route, l'habitabilité elle est plutôt correcte aussi. La bouille franchement au niveau du style c'est loin d'être moche. C'est pas ce qui remportera les concours de beauté, mais c'est pas moche du tout, c'est limite agréable à regarder. Mais elle a aussi des petits défauts cette 508. Moi personnellement, l'intérieur, il y a des détails de finition qui me gênent. Par exemple, au niveau de l'agencement du poste de commande, moi je trouve que ça fait... Moi ça, je saurais pas dire quoi, mais ça me dérange en fait. Il y a des trucs qui me dérangent. Alors moi je vais dire que c'est... alors ça reste une bonne routière, qui a des qualités. Je vais quand même la mettre dans les bonnes caisses, parce que franchement en plus la fiabilité, c'est pas mauvais du tout. Donc pour moi la première 508, pas mal du tout. Alors la deuxième 508 maintenant, donc c'est la différence elle est visible, hein. Franchement au niveau du style ça n'a rien à voir. Bon ça se rapproche plus au niveau de la phase 2, mais comparé à la phase 1 ça n'a rien à voir du tout. Donc là on est vraiment sur une berline qui veut limite concurrencer les allemandes. Là Peugeot ils ont proposé quelque chose de très agréable à regarder. Elle tient bien la route, par contre l'habitabilité à l'arrière ça laisse à désirer, surtout que la caisse elle est assez basse. Donc Peugeot ils ont même proposé une version PSE de la 508 avec 360 chevaux. Donc c'est vraiment une version hybride, elle est vraiment efficace. C'est vraiment sympa de la part de Peugeot de proposer ça, surtout dans les temps où le malus écologique il est énorme. On pense notamment à certaines caisses qui peuvent avoir plus de 50 000 € de malus, ce qui est juste, voilà, c'est limite aberrant, j'ai envie de dire. Pour moi, la 508-2, c'est une bonne auto aussi. Franchement, c'est une bonne routière. Voilà, franchement, moi je l'aime bien cette caisse. Allez, maintenant la 605. On arrive dans la série des 600. Donc la 605, c'est une voiture très connue à l'Elysée, puisqu'elle a été la voiture présidentielle de Chirac et Mitterrand, entre autres. Vraiment une caisse très réussie. Elle y est confortable, elle tient bien la route, elle est assez performante. Puis
Voilà, elle est pas moche du tout pour l'époque, hein. Franchement, c'est une excellente routière. Par contre, voilà, c'est pas la plus qualitative qui soit de son époque, mais ça reste, voilà, ça reste pas mal pour une marque généraliste comme Peugeot. Donc pour moi, la 605, c'est une très bonne auto, notamment d'une part parce que ça a été la voiture présidentielle, et ça, on peut pas lui enlever. C'est vraiment ce qui fait un petit peu son charme, d'avoir appartenu à Chirac et à Mitterrand. C'est vraiment quelque chose de stylé. Maintenant, la 607, sa remplaçante. Ouais, elle était remplacée très tard, la 605. Elle a tenu 10 ans. Ça n'a pas été un gros succès commercial. Donc la 607, elle est apparue en 99. Donc c'était la toute première à aborder le chiffre 7 à la fin de son numéro. Donc c'est une nouvelle fois une bonne routière, confortable. La fiabilité est plutôt bonne dans l'ensemble. En plus, le style, c'est quelque chose, c'est réussi. Ça, il n'y a pas à dire. Même si par contre, il y a des petits détails qui viennent gêner un petit peu le tout. Notamment l'agencement de la planche de bord avec l'écran GPS qui est pas énorme. Mais bon, après, ça reste une caisse des années 2000. On peut pas non plus trop lui en demander. Alors, elle n'est pas aussi bien que la 605 à mon avis. Mais ça reste une bonne auto. Donc pour moi, 607, bonne caisse. Elle est maintenant la série des 800. Donc la série des monospaces. Donc le 806 produit dans les années 90 et au tout début des années 2000. Alors moi voilà, je suis pas fan du 806 du tout. Pour moi il ressemble trop à un utilitaire. À l'époque par exemple Volkswagen il faisait bien mieux que ça avec le Charan qu'ils ont partagé avec Seat sur l'Alhambra et Ford avec le Galaxy. Donc pour moi c'est pas le meilleur qui soit dans cette catégorie. C'est un petit peu décevant à mon avis. Donc après à cette époque là les monospaces bah voilà ils ressemblaient plus ou moins à des utilitaires. Je pense notamment à la deuxième génération du Chrysler Voyager qui franchement ressemblait à un utilitaire. Il y avait beaucoup de monospaces qui ressemblaient à ça à l'époque. Donc voilà. Alors la tenue de route c'est quelque chose de très honnête. Hein. C'est pas mauvais du tout pour un monospace comme ça. Le niveau de confort c'est pas mauvais du tout. Mais personnellement, j'en suis pas trop fan. Pour moi, ça fait trop. Pour moi, cette caisse, elle fait trop cheap en fait. Donc, moi, personnellement, j'en suis pas très fan. Pour moi, ça va être bof bof. Alors, maintenant, le 807. Donc, le 807, il a remplacé le 806. Il l'a remplacé pendant 13 ans, c'est-à-dire de 2002 à 2014. Donc, ici, on est sur quelque chose de plus rond. Ça ressemble beaucoup moins à un utilitaire. Même si la position de conduite, ça fait toujours un peu camionnette. Ça pourrait déranger certains. Alors, ce 807, il a des qualités. Donc, le comportement routier, il est assez bon. Le niveau de confort, il est très bon aussi. Mais par contre, il y a aussi des gros défauts. Notamment la fiabilité, en particulier jusque 2006 au niveau de l'électronique et de certains moteurs diesel. Au niveau de qualité de finition, c'est à désirer. Franchement, de Peugeot, on aurait pu espérer beaucoup mieux. C'est vraiment... c'est vraiment pas bien niveau qualité de finition. C'est pas beau du tout. Il y a tous les plastiques, c'est pas terrible du tout. À l'intérieur, les tissus ils se décollent, c'est vraiment mal fait. Alors moi, je suis désolé à tous les fans du 807, mais pour moi, malgré ses qualités, pour moi, c'est une merguez. Voilà, c'est la première merguez de cette tier list. Je suis désolé aux fans du 807, donc voilà. Mais c'est comme ça. Alors maintenant, le 1007, alors là aussi... C'est pas une caisse incroyable. Alors le concept il est pas mal. Hein. Donc là ici on est sur un petit monospace ou un mini-space si vous préférez. Donc là ici on a 4 places. On a des portes électriques à l'avant. On n'a que 3 portes, c'est-à-dire les 2 portes plus le coffre. En parlant du coffre d'ailleurs, il n'est pas vraiment énorme. L'habitabilité c'est pas terrible. La caisse est extrêmement lourde. Il y a des soucis de fiabilité. Donc pour moi, non, le 1007 je peux pas, c'est pas possible. Et c'est dommage parce que le concept il est original mais c'est bourré de défauts. Donc pour moi c'est merguez, je suis désolé mais c'est merguez pour moi. Alors le 2008, première génération maintenant, alors celle-ci elle se base sur la première 208. Donc ici Peugeot se lance sur le marché des SUV compacts, enfin des petits SUV puisque les SUV compacts c'est plutôt 3008. Donc c'est pas moche, mais personnellement je suis
pas trop fan de tout faire en SUV. Alors, il y a certains qui aiment bien. Moi, personnellement, j'aime pas trop. C'est pas incroyable. Puis en plus, il y a des soucis de fiabilité. Donc, moi, personnellement, bof, je suis pas très convaincu par ce 2008. Après, vous pouvez très bien être d'un autre avis. Alors, maintenant, la 2008 de seconde génération. Et j'en perds mes mots maintenant. Alors, elle remplace la première génération. Donc là, personnellement, je la trouve meilleure que la première génération. Bon, je suis toujours pas fan du concept, mais je la trouve bien plus réussie. Franchement, il n'y a pas à dire. Niveau style, c'est quand même bien mieux. La qualité de finition, elle est en progrès. C'est un peu plus high-tech que le 2008. Franchement, Peugeot, ils font ça vraiment très bien. Enfin, quand je dis ils font ça vraiment très bien, c'est qu'ils ont fait de beaux progrès par rapport à la première génération. Après, toujours quelques petits défauts. C'est... Voilà, l'interface multimédia, elle est un petit peu lente sur les premières versions. Puis il y a toujours des petits soucis de fiabilité sur les PureTech. Donc voilà, pour moi c'est une amélioration quand même par rapport à la première génération. Donc ce sera pas mauvais. Alors maintenant, la série des 3000, donc les crossovers. Donc maintenant, le premier 3008, donc lancé en 2009, il a pour but de se concurrencer au Nissan Qashqai. Donc à l'époque, ce Qashqai, il faisait un carton, c'était un gros succès pour Nissan. C'est un petit peu un best-seller de la marque. Voilà, maintenant le Qashqai, c'est un véhicule qui se vend très bien. Donc ce 3008, bah franchement, au niveau stylistique, il est réussi. Hein. Bon, par à l'arrière, ça paraît un petit peu bizarre, ça paraîtra un petit peu bizarre pour certains. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Le comportement routier, c'est efficace. Au niveau de confort, c'est bien aussi. Mais par contre, son défaut, certainement, ce sera la fiabilité. Il y a pas mal de soucis électroniques, en particulier jusque 2011-2012 avec tous les systèmes multimédia. Il y a pas mal de soucis moteurs également, en particulier sur les moteurs essence et les premiers diesel. Donc le 1.6 HDI 110 c'est celui qui connaît le plus de soucis. Le HDI 112 pardon, il en connaît aussi. Donc voilà, alors elle a des qualités ce 3008. Mais voilà, je saurais pas dire. Voilà. Pour moi, elle est pas phénoménale. Il est pas phénoménal ce 3008. Donc ça va être bof à mon avis. Allez, maintenant le 3008 de seconde génération, donc là on est sur quelque chose de techniquement plus réussi que la première génération. Mais regardez au niveau du style, déjà ça n'a rien à voir. Alors on est sur quelque chose de bien plus racé, de plus stylé, franchement c'est très joli. Donc ce 3008 il tient bien la route, mais par contre il y a toujours des petits défauts. Par exemple le high cockpit, ça pourra toujours en déranger certains. Comme sur la 2008, sur la 208, etc. C'est toujours un petit défaut chez Peugeot. Après, c'est on aime ou on n'aime pas. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur 3008 ? Bah, la fiabilité. La fiabilité, il y a des soucis, en particulier sur le 1.5 litre Blue HDI et le 1 litre de PureTech. Ça connaît beaucoup de problèmes. L'électronique, c'est pas incroyable non plus. Donc... voilà, alors moi personnellement je trouve quand même comme une amélioration par rapport à la première génération, mais pas suffisamment amélioré par rapport à un 2008 par exemple qui a fait un bon progrès. Pour moi ça va rester allez, je vais la mettre dans bof. Voilà. Allez, maintenant la série des 4000, donc pas très répandue hein. Donc le 4007 c'est un peu un mal aimé hein, en soi, parce que en fait c'est un Mitsubishi Outlander, c'est exactement le même. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes moteurs, mais c'est la même base technique, c'est la même carrosserie, c'est le même intérieur, donc du coup ça ressemble à rien. C'est du Mitsubishi de l'époque, c'est pas beau, c'est triste, ça ne ressemble à rien. En plus la qualité des matériaux elle laisse perplexe. Donc ce 4007, il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait du potentiel. Il s'est pas bien vendu du tout. En particulier parce que les accords entre Mitsubishi et PSA se sont signés très tard. Donc du coup, ils n'ont pas eu le temps de bien changer beaucoup de choses avant la commercialisation en 2007. Donc c'est dommage, mais moi ces défauts, ça fait que je vais la mettre dans la catégorie des bof.
Voilà, pour moi elle est pas phénoménale, mais c'est dommage parce que si Peugeot et Mitsubishi avaient signé un accord un petit peu plus tôt, Peugeot aurait eu le temps sans doute de faire des modifications pour la rendre un peu plus française, on va dire, et pas qu'elle soit triste comme ça. C'est vraiment dommage. Si elle avait été commercialisée un an plus tard, moi je suis sûr que sur certains points elle aurait ressemblé, elle aurait pas du tout ressemblé à celle qu'on a connue. Allez, maintenant le 4008, donc pas très répandu en France, hein. Donc était surtout à la base il était surtout prévu pour les marchés étrangers, donc pas vraiment en Europe. Alors ce 4008, bah, la bouille elle est plutôt sympathique je trouve, mais voilà, ça reste un petit peu une base de Mitsubishi, donc c'est pas phénoménal. Donc moi ce 4008 je trouve pas vraiment incroyable, je suis pas très convaincu. Je saurais pas dire ce qui me titille, mais j'en suis pas fan. Voilà. Pour moi c'est bof au même titre que le 4007. Alors le 5008, donc c'est un monospace compact, hein, qui reprend un petit peu la base du 3008. En fait c'est les mêmes bases techniques, et en fait elle se base même sur la première 308. Techniquement c'est à peu près le même châssis, c'est techniquement la même base. Donc c'est un monospace compact qui pourra bien faire son boulot. Après n'attendez pas l'habitabilité d'une limousine par exemple, hein, c'est pas phénoménal non plus. Il y a des petits défauts de finition, la fiabilité c'est pas incroyable non plus. Donc pour moi le 3008 c'est pareil que le 5008, c'est bof, voilà. Donc le 5008 deuxième génération maintenant, alors c'est pareil, hein, c'est un 3008 mais un petit peu plus long, on le voit notamment il est un petit peu plus haut, il y a des petites différences au niveau de la face avant. La face arrière c'est un petit peu différente, elle est un peu plus carrée, la voiture est rallongée pour pouvoir accueillir ses places. Alors l'habitabilité c'est quelque chose de très bon que Peugeot nous propose. Le style, il n'y a pas à dire, c'est très beau à voir. Le comportement routier, c'est pas mal du tout. Mais voilà, ça fait trop SUV. Pour moi, on commence vraiment à avoir trop de SUV sur le marché. Donc pour moi, non, ça passe pas. Pour moi, c'est bof. Allez, maintenant, donc on arrive sur autre chose. Donc on arrive sur la Peugeot Ion ou Ion. Ça dépend de comment vous la prononcez. Donc alors la Ion, bah, c'est une caisse électrique, donc sa base elle était partagée avec Citroën et Mitsubishi. Alors moi je suis désolé aux fans de la Ion, mais pour moi c'est une merguez. Déjà de une, je suis pas du tout fan des voitures électriques, mais ça c'est autre chose. Mais de deux, elle ressemble à rien quoi. Elle a pas de nez, c'est pas beau, l'habitabilité c'est pas ouf, y a pas de coffre, l'autonomie c'est limite faire tes trajets en ville, et encore, moi vraiment j'aime pas du tout. Dommage parce que l'idée elle est intéressante, mais elle est bourrée de défauts cette Ion. Moi j'aime pas personnellement. Allez, maintenant les partenaires, donc la série des Ludospace ici. Donc le partenaire de première génération, donc à l'époque il remplaçait je sais plus quel modèle, donc je ne vais rien dire. Donc ce partenaire, ben ça reste un utilitaire à la base, hein. Donc ça fera un bon Ludospace 5 places avec de l'habitabilité, du volume de coffre, un niveau de confort pas dégueulasse en vrai. Bon après ça reste un véhicule assez carré, mais franchement il fera très bien son boulot. On lui en demande pas plus, donc pour moi c'est une bonne auto. Elle fait le boulot correctement et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Donc maintenant le deuxième partenaire, donc il a remplacé le premier en 2008. Donc niveau style c'est un petit peu différent. Bon, c'est toujours la base un utilitaire, mais voilà, c'est un peu plus rond, c'est moins carré quoi. C'est plus présentable pour une famille. Alors c'est toujours la même base, hein, donc enfin c'est toujours la même idée. Donc on reprend le partenaire original en version 3 portes, voilà, en version qu'on peut charger. Je ne sais pas comment ça s'appelle, donc je ne vais pas dire de nom. Donc ce partenaire 2, bah, en vrai, il peut rendre service, il peut être bien pour une petite famille, il peut être bien pour charger des objets.
Mais voilà, ce partenaire il était sous-motorisé. On n'a pas de diesel au-dessus de 115 chevaux par exemple. Déjà, le 115 chevaux, il est limite. Les moteurs essence, c'est même pas la peine. Donc pour moi, c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel exploité, mais on n'a pas fait le boulot nécessaire chez Peugeot. Donc voilà, c'est une bonne familiale, mais elle a des défauts. Et en plus, la fiabilité est un petit peu aléatoire, notamment sur les moteurs essence VTI et PureTech, ainsi que sur les premiers HDI jusqu'en 2011. Donc voilà, pour moi, c'est un pas en arrière par rapport au premier partenaire. Donc pour moi, c'est bof bof. Allez maintenant, donc ici c'est le partenaire de 3ème génération, donc pour les particuliers en fait, en version 5 places ça s'appelle le Rifter, donc c'est un partenaire de 3ème génération comme je viens en fait de le dire. Donc ici on est sur quelque chose d'assez agréable à voir, donc Peugeot continue de nous proposer des voitures agréables à regarder ces derniers temps. Donc alors elle est habitable, elle tient bien la route, enfin la tenue de route c'est pas du tout mauvais pour un ludospace de ce genre. Mais par contre, la qualité de finition, bon, on aurait pu espérer un petit peu mieux. Surtout quand on sait qu'il y a des constructeurs qui font beaucoup mieux. Bon, je vais par exemple parler de Mercedes, même si c'est pas du tout le même standing. La qualité de finition, c'est bien mieux que ça. Sur leur Citan et leur classe T. Donc voilà, pour moi, c'est quand même mieux que le partenaire 2. C'est mieux. Mais c'est pas au même niveau que le premier partenaire. Donc pour moi, ça va être pas mauvais. Voilà, ça reste mon avis comme je l'ai déjà dit. Allez, maintenant donc on va terminer avec le RCZ. Donc c'est en gros une version coupée de la 308. C'est pas un coupé cabriolet puisqu'il y a déjà eu la 308 CC. Donc là ici on est plutôt sur quelque chose de plus sportif hein, entre guillemets. On a des moteurs puissants, on a jusqu'au Alexis THP 270 chevaux. On a même droit à un diesel 2 litres HD 163 chevaux. Alors, c'est pas ce qui convient le mieux à un véhicule de ce genre, mais c'est quasiment celui qui s'est le mieux vendu, quoi. À l'époque, le diesel, ça avait tellement la cote que les gens, ils prenaient du mazout à tout va, c'était... voilà. Alors, le diesel, il est très bien là-dessus, hein, les performances, elles sont bonnes, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, niveau du style... Bah c'est joli en vrai, il n'y a pas à dire, le comportement routier il est vraiment très efficace grâce à un châssis vraiment très bien réglé. Ça franchement c'est quasiment la meilleure dans ce domaine. Par contre l'habitabilité à l'arrière, bon c'est pas incroyable mais c'est pas nul non plus, sachant que voilà pour le format on peut pas tout faire non plus. Dommage que la fiabilité des THP, elle a été très moyenne, notamment les 156 et 200 chevaux. Le 270 y a été mieux. Mais ça a vraiment été... Vraiment c'est dommage parce que la RCZ c'est une très bonne routière. En version R, 270 chevaux, elle a vraiment des très bonnes performances. Je crois que le 0 à 100, c'est à peine... Je crois que c'est entre 5 et 6 secondes, ce qui est vraiment très bien. C'était, je crois à l'époque de sa commercialisation, pardon, c'était la Peugeot la plus puissante de tous les temps. Donc franchement, pour moi, la RCZ, c'est une bonne auto. Voilà. Autant la 308, c'était dommage, il y avait des qualités qui n'ont pas été exploitées, que la RCZ, Peugeot en a tiré le profit. Après, c'est dommage parce qu'ils ont repris la même présentation intérieure que la 308. Bon, la qualité de finition, elle est un petit peu mieux. Mais on aurait aimé quelque chose d'un petit peu différent, surtout quand on compare à la Audi TT. Voilà, elle aurait bien mérité un intérieur un petit peu différent comparé à la 308 parce que là, ça rappelle les origines, généralistes de Peugeot. Hein, c'est un petit peu dommage. Donc ben voilà, donc on en a fini pour cette tier list. Donc désolé si j'ai beaucoup bégayé pendant la vidéo, mais je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, moi c'est mon classement personnel. Vous avez tout à fait le droit de penser différemment, c'est mon avis. Voilà, je le pense comme j'en ai envie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vos opinions dans les commentaires. Je suis prêt à écouter tous vos avis, il n'y a pas de problème. Juste, voilà, mon avis, ça reste mon avis.
vous ne le changerez pas, voilà, c'est une opinion personnelle. Moi, c'est l'opinion que je me fais personnellement. Vous avez tout à fait le droit de penser différemment, comme je l'ai dit au moins 50 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Donc en tout cas merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Donc je vous rappelle que c'est gratuit et ça a plein d'avantages. Ça vous permet notamment de recevoir toutes les notifications quand je publie une vidéo ou quand je passe en live. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire, ça ne coûte absolument rien. Donc voilà, et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans de futures vidéos. Allez, salut!